Monique, spectatrice de la chaîne, m'a demandé s'il était possible de jeter un œil au ciel de naissance d'une grande actrice française malheureusement disparue en 2026. Il s'agit de Nathalie Baye. Que nous dit sa fiche Wikipédia? Alors on nous dit que Nathalie Baye, née le 6 juillet 1948 à Menneville dans l'Eure, est morte le 17 avril 2026 dans le 6e arrondissement de Paris et était une actrice française. Elle a été diplômée du Conservatoire national supérieur d'art dramatique en 1972. Elle a débuté au théâtre en 1970 et au cinéma en 1972. De sa jeunesse, on nous dit que c'est la fille d'un couple d'artistes peintres plutôt bohèmes. Son père, Claude Baye, tient le camping des Pins à Loquirec en Bretagne, où, adolescente dans les années 60, elle a passé de nombreux étés. Pour subvenir aux besoins de la famille, car ne vivant pas de la peinture, ce père a multiplié les petits boulots. Sa mère a publié un livre, La guerre à côté. On nous dit également qu'elle a été scolarisée à l'école alsacienne dans le 6e arrondissement de Paris. Elle a commencé la danse à l'âge de 6 ans. Alors c'est pas qu'elle rêvait d'être danseuse, mais elle souhaitait s'échapper d'une scolarité difficile en raison d'une dyslexie et d'une dyscalculie. Donc des difficultés à lire et des difficultés à compter. Ses parents ont déménagé à Menton et elle a arrêté sa scolarité à l'âge de 14 ans. Elle a intégré le cours privé de danse de Marika Bezobrazova à Monaco, où, excusez du peu, Rudolf Nureyev venait régulièrement travailler. Pendant ce temps, elle a continué à suivre des cours par correspondance. À 17 ans, elle est partie à New York et elle est entrée à l'école du Harkness Ballet tout en étant jeune fille au pair. Donc on voit quand même un caractère très décidé. Un an plus tard, elle est rentrée en France pour des démarches administratives avec le projet de repartir à New York pour y continuer une carrière de danseuse. Alors elle a poursuivi des cours de danse et son amie danseuse lui a demandé de l'accompagner au cours Simon en France. Séduite par le cours, elle s'inscrit. Elle a dit « Quand j'ai commencé à jouer, à apprendre le texte et à dire le texte, j'ai eu un sentiment d'être à ma place. La danse, j'aimais ça, mais ça me faisait violence tout le temps. » C'est ce qu'elle a confié à l'antenne de Radio France. Donc en fait, ça a été une révélation. Le fait de jouer, d'être comédienne, elle s'est trouvée là, à sa place, dans cette fonction-là. Le directeur et professeur René Simon lui a proposé de préparer le concours d'entrée au Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Elle l'a réussi et elle est entrée dans la classe de Jacques Villeray, de Jean-François Balmer, d'André Dussolier, de Francis Huster et de Jacques Weber, et avec pour professeur notamment Robert Manuel. Elle en est sortie diplômée en 1972 en obtenant le 2e prix. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre la concernant? On nous dit qu'en 2022, elle a confié au Journal du Dimanche « Je n'ai jamais eu de compliments de la part de mes parents. Ma mère m'a presque dit que si j'avais réussi dans le cinéma, c'était parce que j'avais couché. Mon père, lui, m'a dit un jour, il m'a soufflé au bout de 20 ans de carrière que j'étais, entre guillemets, elle le cite, pas mal dans un téléfilm. » Alors elle a dit « Je ne leur en veux absolument pas, quand j'y pense j'ai même envie de pleurer, ils étaient si malheureux d'être des artistes qui n'étaient pas reconnus. » Voilà pour ses rapports avec ses parents. Alors qu'elle est encore au Conservatoire national supérieur d'art dramatique, elle obtient ses premiers engagements professionnels au théâtre en 1970. Elle a joué donc dans plusieurs pièces de théâtre, dont l'une mise en scène par Bernard Blier, avec Gérard Depardieu, avec qui l'actrice jouera dans 4 films durant sa carrière.
Elle a également, en 1973, partagé la scène avec Philippe Léotard, dont on reparlera plus tard. Pensant faire carrière au théâtre, Nathalie Baye a finalement eu davantage de propositions de rôles de cinéma dès sa sortie du conservatoire. Elle est apparue en 1973 d'abord dans Brève rencontre à Paris, puis elle a eu un rôle de script dans La Nuit américaine de François Truffaut. Elle a enchaîné ensuite des seconds rôles dans La Gueule ouverte de Maurice Pialat, La Gifle de Claude Pinoteau avec Isabelle Adjani, Le Voyage de noces de Nadine Trintignant, Mado de Claude Sauté, etc. En 1977, Truffaut fait à nouveau appel à elle pour L'homme qui aimait les femmes, et en 1978 dans le rôle principal, cette fois-ci féminin, de La Chambre verte. Elle reviendra au théâtre en 1978 avec Les Trois Sœurs d'Anton Tchekhov. Voilà pour la partie théâtre. Alors dès 1981, elle reçoit le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour son interprétation dans Sauf qui peut la vie de Jean-Luc Godard. Donc on voit quand même un réalisateur de référence, on pourrait dire. Elle tourne ensuite dans une série de films remarqués par le public et la critique. Une semaine de vacances de Bertrand Tavernier avec Gérard Lanvin, Beau-père de Bertrand Blier avec Patrick Devers, par exemple, ou Le retour de Martin Guerre de Daniel Vigne, dont elle partage la vedette avec Gérard Depardieu, ou encore J'ai épousé une ombre de Robin Davis, ou le polar La Balance de Bob Swaim, avec également Philippe Léotard et Richard Berry. Elle a remporté consécutivement 2 nouveaux Césars, d'abord en 1982, un autre César de la meilleure actrice dans un second rôle, qu'elle a obtenu pour la 2e fois en 2 ans, grâce à sa prestation dans Une étrange affaire de Pierre Granier de Fer. En 1979, c'est lors de la préparation de ce film qu'elle rencontre Dominique Besnéard, qui est alors directeur de casting et qui, en 1985, devient son agent artistique chez Art Media pendant une 20aine d'années. En 1983, elle remporte le César de la meilleure actrice pour sa prestation dans La Balance. Elle a connu ensuite une succession de récompenses et de succès commerciaux également qui font d'elle, au début des années 80, l'une des nouvelles vedettes du cinéma français. Dans le même temps, elle a formé un couple très médiatisé avec Johnny Hallyday. En 1983, la naissance de sa fille Laura, qu'elle a eue donc avec Johnny Hallyday, l'a poussée à ralentir son rythme de tournage. Ses apparitions au cinéma deviennent moins fréquentes et elle profite de cette période pour remonter sur les planches, par exemple au théâtre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Alors, je ne vais pas vous détailler toute sa carrière cinématographique. Ici, il y en a toute une page. Alors, elle a alterné des genres assez différents, parfois des comédies, parfois des films plus graves, plus sombres, parfois des films engagés. Alors, tous n'ont pas été des succès. On nous dit ici, par exemple, que dans les années 90, certains de ces projets ont été des échecs commerciaux. Pas tous, évidemment. Alors, on peut peut-être passer ensuite à sa vie privée. En 1972, à 24 ans, Nathalie Baye fait ses débuts au cinéma et rencontre son premier grand amour, Philippe Léotard, qui a quitté Femmes et Enfants pour elle. Le couple se sépara en 1982, 10 ans plus tard. On nous dit que c'est par le biais de l'écrivain Jean-Marie Chevrier, qui était ami de Léotard, qu'elle a découvert la Creuse et notamment le village de Vallières, où elle achètera une maison, alors qu'elle revendra plus tard et elle regrettera de l'avoir revendue. C'était vraiment l'endroit où elle se sentait bien, c'est ce qu'on nous dit. Le 23 avril 82, lors de l'enregistrement de l'émission de télévision Formule 1+1 de Mariti et Gilbert Carpentier, elle rencontre Johnny Hallyday, à qui elle donne la réplique dans un sketch conçu et pensé à l'initiative du parolier, journaliste et auteur Philippe Labro. Et bien voilà, c'est une rencontre qui va durer. Leur liaison surprend leur entourage et on nous dit que Nathalie a eu un impact sur Johnny, qu'elle l'a changé.
qu'il a changé à son contact en tout cas. Que nous dit-on un peu plus tard? On nous dit donc qu'ils se sépareront en 1986, alors que leur fille Laura est à peine âgée de 2 ans et demi. Laura grandit en partie à Vallières avant que Nathalie Baye ne revende cette maison dans la Creuse pour lui préférer l'île de Ré. Elle se confiera plus tard sur son regret de s'être séparée de cette maison de Vallières. On nous dit qu'ensuite elle a fréquenté pendant un temps Pierre Lescure, qui était PDG de Canal+. On nous dit également que dans les années 90, elle a été la compagne de Jean-Louis Borloo, homme politique, qui est alors maire de Valenciennes. Une rumeur lui a prêté une liaison avec l'acteur Jean-Yves Berthelot, qu'elle a démenti. On nous précise également qu'elle a été en couple brièvement avec le peintre américain François Lamort. Quoi d'autre? On peut passer peut-être à ses engagements. On nous dit qu'elle a été engagée pour la défense de l'environnement et le soutien à l'enfance défavorisée. Elle est également active dans un comité d'honneur de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, en s'impliquant régulièrement aux côtés de cette association. On précise également qu'elle a soutenu activement la défense de la cause animale en signant des pétitions de certaines associations pour lutter contre l'abandon des animaux, contre les mauvais traitements des animaux par exemple. On cite également une tribune qu'elle a signée contre le réchauffement climatique. Et on cite également son engagement à soutenir les malades atteints de schizophrénie, ainsi que leur entourage. Et pourquoi? Eh bien parce qu'elle-même avait quelques difficultés. On nous dit qu'en 2022, elle s'est confiée sur les différents troubles dont elle souffrait, comme la dyslexie ou la dyscalculie. Alors, c'était déjà le cas à l'école, et c'est ce qui rendait sa scolarité difficile et qui a fait qu'elle a préféré quitter très tôt l'école. Mais on nous parle également et principalement de sa claustrophobie. Alors ça n'est jamais bien sûr quelque chose de facile à vivre. On peut parler maintenant, hélas, de la fin de sa vie. On nous dit qu'elle était atteinte de la maladie à corps de Lewy. Alors j'ai regardé ce que c'était, je ne connaissais pas cette maladie. C'est une maladie dégénérative qui ressemble un peu à la maladie d'Alzheimer ou ce genre de choses-là. Donc c'est une maladie qui fait, j'allais dire, perdre ses facultés petit à petit, que ce soit mentale ou physique. Et donc elle est décédée le 17 avril 2026 vers 23h à l'âge de 77 ans à son domicile, situé rue Madame dans le 6e arrondissement de Paris. Emmanuel Macron a salué une comédienne avec qui nous avons aimé, rêvé, grandi. Catherine Pégard, qui était ministre de la Culture, a évoqué une immense actrice. Emmanuel Grégoire et Yael Braun-Pivet ont réagi également à l'annonce de son décès. On cite ensuite une liste de personnes célèbres du monde du cinéma qui n'ont pas manqué de rendre hommage à cette actrice, Nathalie Baye. Alors qu'est-ce que son ciel de naissance peut nous dire? Le voilà, son ciel de naissance. Elle est donc née le 6 juillet 1948 à 6h18 du matin à Menneville. Qu'est-ce qu'on voit? On voit tout de suite qu'il y a 2 signes qui sont très occupés, dont l'un plus particulièrement, le signe du Cancer. Alors on y trouve le soleil, puisqu'on dit qu'on est d'un signe lorsque le soleil se trouve dans ce signe. Elle était native donc du signe du Cancer. Donc on trouve le soleil, mais également juste à côté la lune. En général, quand on a les 2 luminaires comme ça qui sont conjoints ou presque conjoints, ici ils sont à la limite de la conjonction, on peut considérer qu'ils sont conjoints, c'est souvent un indice de popularité. Alors pas forcément de célébrité, mais en tout cas de popularité, puisqu'on a le soleil qui représente le moi, la personne, l'individu, et la lune qui représente la foule, la masse des gens.
Ça peut être un public, ça peut être l'entourage, ça peut être les citoyens de tout un pays qui sont confondus. Donc on est complètement sur la même longueur d'onde. Alors sans même s'en rendre compte, on est sur la même longueur d'onde qu'un public, qu'une masse de gens. Ce qui donne des prédispositions donc à être populaire au minimum et parfois célèbre. Qu'est-ce qu'on voit donc? On voit donc les deux luminaires qui sont dans le signe du Cancer, ce qui la marque très fortement par ce signe, d'autant plus que la Lune, c'est l'astre maître de ce signe. Donc la planète est dans son signe. On y ajoute en plus l'ascendant. L'ascendant est lui aussi dans le signe du Cancer, donc c'est vraiment quelqu'un qui était marqué par ce signe. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit également, alors toutes les planètes ne sont pas dans ce signe, on voit également à côté le signe des Gémeaux, dans lequel on trouve 1, 2, 3 planètes qui sont en conjonction. Toutes les trois, elles se trouvent quasiment au même endroit, dont Mercure, qui est la planète associée au signe des Gémeaux, elle est là aussi dans son signe, en domicile. Elle s'y trouve donc très forte, elle a une importance très forte. On peut remarquer également le signe du Lion, qui se trouve juste après l'ascendant, qui est dans la première maison. Ce signe du Lion est habité par deux planètes très lourdes et très fortes, Pluton et Saturne. Alors avec Pluton et Saturne dans le signe du Lion, alors même si avec son ascendant Cancer, c'était quelqu'un qui pouvait donner une apparence assez douce, ou avec un contact assez doux, assez facile en fait, quelqu'un qui pouvait passer partout dans toutes sortes de milieux. En plus, si on y ajoute le côté léger et adaptable des Gémeaux ici, eh bien avec le Lion, on peut dire que c'est quelqu'un qui, mine de rien, devait avoir un sacré caractère, ou en tout cas du caractère. Alors, on peut le voir dans sa biographie avec sa décision d'arrêter l'école à 14 ans, et puis dès 17 ans, alors qu'elle n'était même pas majeure, de partir à New York pour y suivre des cours. Alors donc, si on revient sur son enfance peut-être, ou sur son milieu d'origine, il faut regarder ici le fond du ciel, par opposition au milieu du ciel qui est le destin, le point vers lequel on va dans la vie. Ici, le fond du ciel est en Balance. Alors la Balance, c'est le signe avec les poissons, c'est un signe très artistique qui a des prédispositions pour toutes sortes d'arts, de toutes sortes. On nous dit, alors ce n'est pas une coïncidence, ça correspond très bien à ce ciel de naissance, que ses parents étaient tous les deux des artistes et qu'ils avaient une vie un peu bohème. Eh bien, on le retrouve ici, et c'est renforcé par la planète Neptune qu'on retrouve ici en Balance. Alors, dans un ciel de naissance, si vous avez Neptune en Balance, là c'est pareil, on peut dire que vous avez plus que d'autres des prédispositions pour des choses artistiques. Pourquoi? La Balance est sensible à tout ce qui est beau, tout ce qui est agréable. Ça peut être une forme, une couleur, ça peut être un son de voix, une apparence, le toucher, le goût. La Balance est sensible à tout cela, à tout ce qui touche les sens. Et puis Neptune qui se trouve dans ce signe. Neptune, c'est la planète de l'inspiration. Avec Neptune, on est branché sur le rêve, sur l'infini, il n'y a pas de limite avec Neptune. C'est comme si l'esprit se jouait des frontières entre le concret et l'imaginaire, entre le passé et le futur. On est vraiment branché sur l'inconscient collectif et puis sur l'inspiration. Alors la planète de l'inspiration dans un signe artistique, évidemment, ça pouvait donner de sérieuses prédispositions. Alors si on regarde la maison 5, qui est la maison des créations artistiques, on y trouve quoi? On y trouve le Sagittaire, qui souvent évoque l'étranger. Eh bien, on nous dit bien que très tôt, elle est partie tenter sa chance à l'étranger, qu'elle a connu également, qu'elle a fait plusieurs films sous la houlette de réalisateurs étrangers, ou pour l'étranger, et qu'elle a reçu également pas mal de distinctions dans le domaine du cinéma, des distinctions étrangères. Alors attention, ici dans cette maison 5, on trouve Jupiter. Alors, là où se trouve Jupiter, il y a pléthore, les succès arrivent, la générosité arrive.
On peut donc y voir la réussite de sa carrière artistique, ici, avec Jupiter dans cette maison 5. Mais attention, Jupiter n'est pas très bien relié ici à cet amas planétaire en Gémeaux. Alors ça peut nous dire quoi? Il faut regarder de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on a comme planète ici en Gémeaux? On a entre autres Vénus. Vénus, la planète des attractions, des répulsions, des sentiments qu'on peut avoir pour d'autres personnes, et puis plus si on est adulte. Ici, cette planète Vénus se trouve dans un signe double, les Gémeaux. Alors, Vénus représente également tout ce qui lie à quelqu'un d'autre. Ça peut être le mariage, ça peut être des contrats également. Ça peut être également donc des unions qui parfois ne sont pas formalisées par le mariage. On vit avec quelqu'un, c'est une union, on a un lien avec quelqu'un d'autre. C'est Vénus qui régit ce genre de choses. Ici, Vénus donc est dans un signe double. Ça prédispose déjà à connaître plusieurs unions. Vénus est associée à Mercure qui est très volatile, qui se lasse très vite, et également à Uranus. Alors avec Uranus, on a des coups de tête, on a des coups de foudre. On peut également tout d'un coup se dire, alors que ça fait un moment qu'on est avec quelqu'un, avec Uranus proche de Vénus, on peut se dire tout d'un coup, en regardant la personne à côté de soi, mais qui est cette personne en fait? Est-ce que je la connais? Finalement, je la connais pas tant que ça. Et puis, est-ce que j'aime vraiment cette personne? Si cette personne, je sais pas, avait un accident grave ou faisait quelque chose de terrible, est-ce que je la soutiendrais? Est-ce que vraiment je la suivrais partout? Et puis tout d'un coup, on réalise que non, que finalement il y a des tas de choses qu'on aimerait faire sans cette personne et on se dit, bah finalement non, c'est non, je m'en vais. Avec Uranus, c'est ça, c'est des prises de conscience, ça peut être un coup de foudre, mais ça peut être une prise de conscience soudaine qui fait que, ben, coup de théâtre, on prend ses affaires, on fait sa valise, on s'en va. Ici, Vénus est opposée à Jupiter. Alors Jupiter représente aussi la loi et la légalité. Ça peut laisser supposer des unions qui n'ont pas été, comment dire, formalisées par quelque chose de légal, voire des unions, j'allais dire, pas très légales, que la morale peut-être aurait réprouvées. Ça pourrait être ça aussi. Qu'est-ce qu'on voit d'autre dans ce ciel de naissance? On voit le milieu du ciel, c'est le point vers lequel on va dans la vie. Alors ça peut donner une image de l'évolution de la personne peut-être. En tout cas, voir vers quoi elle se dirige dans la vie. Ici, c'est en bélier. Alors ça signe une personnalité qui, au départ, avec la balance, était peut-être quelqu'un qui s'est laissé vivre un peu, au tout départ, mais qui, au fur et à mesure qu'elle avançait dans la vie, se rapprochait donc du milieu du ciel en bélier, a eu tendance peut-être à faire ses propres choix, à prendre son destin et sa vie en main, et à décider par elle-même. D'autant plus que la planète maîtresse du bélier, Mars, se trouve ici en Vierge. Dans le signe de la Vierge, on étudie les choses, on ne fait pas n'importe quoi. Mars en Vierge est très efficace, l'action est très efficace. Elle est pesée, envisagée, évaluée avant d'être engagée. Alors voilà ce qu'on peut dire grosso modo sur ce ciel de naissance, où se situe la part de fortune, pour voir où la personne avait peut-être le plus de chances de réussite. Eh bien dans le signe du Cancer, c'est-à-dire lié ici en conjonction avec son soleil, sa réussite elle ne la doit qu'à elle-même, qu'à sa personnalité, on pourrait dire ça. Quoi d'autre? La lune noire ici en Verseau. La lune noire est en maison 7, la maison de l'autre, du compagnon dans son cas. Eh bien, avec la lune noire, il y a un refus, surtout en Verseau. Alors, le début de la maison tombe en Capricorne, mais elle intercepte le signe ici du Verseau. La lune noire est en Verseau. Qu'est-ce que ça pourrait nous dire?
peut-être un refus de la modernité, puisque la lune noire constitue un refus, une négation. On dit non à quelque chose, on ne veut pas faire ou incarner quelque chose, en l'occurrence les valeurs du signe dans lequel se trouve cette lune noire. Avec le Verseau, on a du modernisme, on a une façon de vivre en avance sur son temps. Eh bien ici, non, on dit non à ça. Alors on peut également, avec cette lune noire en Verseau, se révolter contre des choses qu'on trouve injustes. Alors on peut voir cela dans son engagement. C'est ce qui est indiqué dans sa biographie. On voit qu'elle a soutenu des causes diverses. Alors maintenant, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire à son sujet ? J'interroge mon oracle des personnages pour voir ce qu'il peut suggérer au sujet de sa personnalité et de son caractère. Alors, que suggèrent ces cartes au sujet de cette grande actrice française, Nathalie Baye ? On a d'abord, peut-être plutôt au début de sa vie, cette carte du chercheur. Le chercheur, c'est quelqu'un qui, au lieu de s'éparpiller, se consacre plutôt à un domaine. Alors, c'est ce qu'elle a fait assez tôt dans sa vie. Assez tôt dans sa vie, elle a pris la décision d'abord d'être danseuse. Et on voit qu'elle n'a pas reculé et elle n'a pas lésiné devant les efforts pour tenter de devenir danseuse professionnelle, puisqu'elle a suivi des cours non seulement en France et avec les plus grands, puisqu'elle avait le professeur du célèbre Rudolf Nureyev. Mais en plus, elle a décidé de s'expatrier alors qu'elle n'était même pas majeure pour suivre des cours aux États-Unis. Excusez du peu, donc quelqu'un qui vraiment était concentré sur son objectif. Puis, lorsque, à l'occasion d'un retour en France pour des questions administratives, elle s'est retrouvée, grâce à une amie, en train de faire un bout d'essai en tant que comédienne, eh bien là, elle a eu la révélation. C'était sa place, elle se sentait à sa place, elle sentait que c'était ce qui lui convenait, et donc ensuite, eh bien, elle s'est concentrée sur ce métier-là. Elle pensait qu'elle allait faire carrière au théâtre, c'était son but, son objectif, elle travaillait pour cela. Donc on voit que c'est quelqu'un qui était un peu comme un chercheur en fait dans son monde, concentré sur son petit monde, son objectif. Alors souvent, les gens qui sont comme ça, qui sont concentrés vraiment sur un domaine, eh bien, se ferment un petit peu à tout le reste. Et du coup, eh bien, c'est assez logique. Parfois, on les voit un peu comme des extraterrestres. On connaît tous ces gens qui sont soit scientifiques, mathématiciens. Alors moi, dans mon travail, on a une partie des techniciens, on a diverses qualités, et souvent on se moque un peu des automaticiens, des gens qui sont dans les programmes informatiques, qui travaillent toute la journée sur leur écran dans ce domaine-là, des domaines mathématiques, qui semblent un peu flotter dans la vie. On leur parle de choses, parfois ils nous regardent avec des yeux ronds, alors que pour tout le monde ce sont des choses normales. On a l'impression que ce sont un peu des extraterrestres. Eh bien, c'est la même chose que je verrai ici pour cette dame, quelqu'un tellement à fond dans son monde, dans son univers, vraiment dans un univers restreint, si vous voulez, vraiment spécialisé, que pour tout le reste, c'était peut-être quelqu'un qui n'était pas très en prise avec la réalité. Alors sans doute l'est-elle devenue de plus en plus ensuite. C'est ce que nous dit la carte du terrien, ou en l'occurrence de la terrienne. On peut le voir également, on a un indice de ça dans sa biographie, lorsqu'elle dit que, à l'occasion du couple qu'elle a formé avec Monsieur Léotard, elle a découvert la Creuse, qui n'était pas une région qu'elle connaissait particulièrement avant, et que finalement, la maison qu'elle a achetée là-bas, elle s'y sentait bien. C'était vraiment son foyer. Même si elle l'a revendue plus tard pour aller sur l'île de Ré, eh bien, elle l'a regretté. Finalement, elle se sentait bien là-bas. Alors, on voit là-dedans un attachement à une maison où il y a des souvenirs. Tout ça, c'est lié à un lieu particulier, à un endroit particulier. C'est symptomatique des gens qui sont terriens.
C'est-à-dire ils sont vraiment liés à un espace particulier, à un lieu, une région. C'est là qu'est leur cœur, si vous voulez, ou leur âme, si vous préférez. C'est là qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent en paix. Alors c'est ce que m'évoque cette carte du terrien. En carte favorable, on a cette carte de l'ami. Alors forcément, alors je vais revenir un peu sur l'astrologie, le signe du Cancer est connu pour être assez doux, assez maternel ou paternel, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ressent profondément les états d'âme, les humeurs des personnes de son entourage, qui est touché par cela et qui fait de son mieux pour alors d'une part, essayer de leur venir en aide mais sans être trop intrusif. Euh, il- c'est quelqu'un qui essaye d'être gentil d'une part, et puis d'autre part, c'est aussi quelqu'un qui parfois essaye aussi de se fermer, puisque c'est quelqu'un qui absorbe un peu comme une éponge. Ça, c'est typique des signes d'eau, que ce soit poisson, cancer ou scorpion. On est très sensible aux états d'âme de l'entourage, et puis du coup, on peut facilement devenir triste, dépressif ou autre chose en étant touché par ce qui touche les autres. Donc parfois, on met un peu de distance, on se referme un peu sur soi pour empêcher les humeurs des autres, si j'ose dire, de nous contaminer. En tout cas, on a avec cette carte de l'ami quelqu'un qui pouvait être très sensible, très dévoué à son entourage. Alors on voit que c'était quelqu'un qui était sensible à diverses causes humaines, donc quelqu'un de très humain. Alors en plus avec les planètes en Gémeaux, le signe des Gémeaux a le contact très facile, c'est quelqu'un qui échange très facilement, normalement avec les autres sur tout un tas de sujets. C'est le signe des copains, de l'amitié. Tout cela concourt à former ou à laisser supposer une personnalité très à l'aise avec les autres, avec les gens en général, et plutôt quelqu'un de bienveillant. En un mot, ce qui définirait un véritable ami. En carte faible, la carte du mystique. Alors on peut penser que c'était pas quelqu'un qui était dans les hautes sphères mystiques. Alors je ne sais pas si c'est quelqu'un qui avait la foi dans sa biographie, on ne nous parle pas de cet aspect-là. Cette carte dans cette position peut nous laisser penser que c'était peut-être moins son truc que les rapports humains. C'était plutôt quelqu'un qui aimait rencontrer des gens sans doute et qui aimait la vie en direct, si j'ose dire, et pas avec peut-être des entités supérieures et invisibles. Alors, avec cette carte du terrien, on a cette carte de l'enfant. Alors, le signe du Cancer est connu également pour être à la fois, parfois, pouvoir être enfantin lorsqu'on aborde les défauts du signe. C'est un signe qui, par exemple, peut bouder pour pas grand-chose, faire des caprices, pour des raisons parfois un peu irrationnelles, mais également, c'est le signe, dit-on, avec sans doute plus ou moins de nuances suivant les personnes, c'est un signe qui ferait un très bon parent, c'est un signe qui aurait la fibre maternelle ou paternelle et qui s'épanouirait en tant que papa ou maman. Donc cette carte de l'enfant, eh bien, je pense tombe bien pour cette dame-là. On nous dit d'ailleurs qu'elle a mis sa carrière, qu'elle a ralenti sa carrière très nettement dès qu'elle a eu sa fille Laura pour pouvoir s'en occuper, pour pouvoir être près d'elle. Une dernière carte. La carte du rêveur ou de la rêveuse. Alors forcément, lorsqu'on fait du cinéma, on incarne des rôles. Pendant un moment, on est quelqu'un d'autre. On est dans une autre histoire, on est dans une autre vie. On est quelqu'un d'autre.
Alors, toute la difficulté, c'est bien sûr de sortir du rôle. Pour pouvoir jouer, il faut devenir le personnage qu'on est censé incarner. Il faut vraiment l'être. Et puis, bah, la difficulté après, c'est d'en sortir pour se retrouver soi-même. C'est peut-être pas toujours facile. On sait que certains acteurs ont parfois du mal à sortir d'un rôle dans lequel ils se sont sentis vraiment devenir le personnage. Alors ça peut être ça. Le rêveur, c'est aussi quelqu'un qui rêve à un monde autre que celui qu'il a autour de lui. Alors ça peut être le cas des gens qui s'engagent pour tout un tas de causes pour essayer de faire changer le monde, pour que le monde soit moins dur, soit différent. C'était son cas. Alors, dans la section de son engagement, on voit qu'elle était engagée pour tout un tas de choses, que ça soit pour la planète, que ça soit pour les animaux, que ce soit pour que les personnes en fin de vie aient justement une fin de vie plus douce, ou autre chose. C'est quelqu'un qui n'a pas manqué d'apporter son soutien à tout un tas de causes, dans l'espoir, peut-être le rêve, de faire changer le monde pour un monde meilleur. Alors on peut la remercier pour tout cela. Alors non seulement pour son sourire, je garde en tête son image, souvent lorsqu'on la voyait à l'écran dans des émissions ou parfois dans des cérémonies. Souvent, c'était quelqu'un qui arborait un visage souriant. C'est toujours sympathique, ça met toujours un peu de lumière de voir quelqu'un qui sourit. Alors c'était son cas, en même temps que c'était une dame élégante, légère, qui savait aborder néanmoins des sujets graves dans les personnages qu'elle incarnait, mais également capable de franche rigolade parfois dans certains films. Je pense à Absolument Fabuleux par exemple, où elle était très drôle. En tout cas, elle laisse sa part dans le cinéma français et comme on le voit maintenant, on n'a pas fini d'en parler. Alors merci à Nathalie Baye et merci à vous qui avez regardé ce survol de son ciel de naissance et ce tirage de cartes. Ils sont maintenant terminés.